Donc, on va passer directement, merci encore, directement donc à la présentation suivante, qui est la présentation par le professeur Olivier Beau. Il est pédiatre, chef du service de néonatologie de Port-Royal. Il est professeur de pédiatrie, bien entendu. Il est par ailleurs directeur du FHU Prime Impact, ce qui répond en fait à sa spécialité, puisque Olivier Beau est un spécialiste de prématurés. Et donc, Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce symposium. Et on aura une discussion à la fin, après la troisième présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup, Philippe. Merci sincèrement surtout de cette invitation qui m'honore, mais qui honore surtout la pédiatrie et la néonatologie, qui sont des domaines qui ne sont pas forcément traités dans ce genre de colloque. Alors, je ne sais pas si la présentation... Voilà, donc le titre de la présentation, c'est « Les défis de la médecine néonatale », mais peut-être faudrait-il parler plutôt de la périnatologie, puisque, comme vous l'indique cette diapositive, les premiers contributeurs des grands progrès de la néonatologie étaient plutôt des obstétriciens que des néonatologistes. Ici, vous voyez l'exemple, par exemple, de Stéphane Tarnier, qui a développé les premiers incubateurs et qui a aussi été l'un des premiers à promouvoir la stérilisation des biberons lorsqu'il y avait un allaitement artificiel. Adolphe Pinard, qui a créé la puériculture et la PMI, et puis Pierre-Constant Budin, qui a créé les premières consultations de nourrissons. Quoi qu'il en soit, ce domaine de la néonatologie ou de la périnatologie est l'un des domaines de la pédiatrie les plus dynamiques. Ici, vous voyez un tout petit peu l'évolution au cours du temps, du début du XXe siècle de nos jours, de ne serait-ce que l'environnement dans lequel évolue le nouveau-né lorsqu'il est hospitalisé dans une unité de néonatologie ou de réanimation néonatale, passant d'une salle commune à des chambres uniques, et puis le futur étant les chambres familiales, on y reviendra. Alors, cette évolution s'est également associée à une diminution drastique de la mortalité néonatale, que vous voyez très bien à la fois sur le plan général de tous les prématurés, mais également chez les prématurés les plus immatures, en bas à droite, avec une diminution très importante. Et on verra que c'est un des défis de la France, puisque cette diminution est un problème en France, puisque récemment, eh bien, il va y avoir une observation d'une augmentation de la mortalité, notamment pendant les 28 premiers jours de vie. Alors, cette mortalité infantile, elle est préoccupante en France parce que, finalement, alors que dans les autres pays, le déclin de la mortalité se poursuit actuellement, en France, il y a une stagnation et même une augmentation avec une trajectoire inverse par rapport à celle de la Suède ou d'autres pays scandinaves qui sont parmi un petit peu le gold standard en termes de néonatologie. Et vous voyez en bas que les taux de mortalité pour 1000 naissances vivantes montrent que la France, qui est en bleu clair, est maintenant très mal classée par rapport à d'autres pays, puisqu'on est passé de la 3e place au niveau européen à la 23e place entre 1996 et de nos jours. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette mortalité infantile qui réaugmente en France est finalement le témoin d'une augmentation de la mortalité pendant les 28 premiers jours de vie, c'est-à-dire pendant la période néonatale. On voit très bien que les décès à moins de 27 jours de vie, en bleu sur le petit graphe, augmentent, alors que finalement les décès entre 28 jours et 1 an de vie ont plutôt tendance à diminuer. Et cette augmentation n'est pas négligeable, elle n'est pas anecdotique, puisque vous voyez qu'il y a une différence de 1200 décès par an entre la Suède et la France par rapport au taux de mortalité néonatale. Donc clairement, il y a un problème dans la mortalité néonatale en France par rapport à d'autres pays.
C'est aussi à prendre en considération par rapport au taux de natalité en France. Partout en Europe, le taux de natalité baisse, mais également en France. Vous voyez ici les chiffres de naissance entre 1965 et 2025. On voit des fluctuations au cours du temps, mais surtout à partir de 2010, un déclin progressif de la natalité en France, qui d'ailleurs est assez hétérogène au niveau du territoire, puisque vous voyez sur la carte de France que ce taux de natalité est très hétérogène au niveau français. Et c'est aussi un problème tout simplement parce que les décès, indépendamment de la période Covid, eh bien, maintenant dépassent le nombre de nouvelles naissances chaque année en France, en tout cas pour 2025, on verra en 2026. Donc tout ça rend finalement les considérations de la médecine néonatale au premier plan, ne serait-ce qu'en termes de santé publique, mais aussi en termes économiques par rapport à l'évolution de la population française et de ses capacités de croissance économique. Alors les défis de la néonatologie, ils sont multiples. Ils sont en lien avec une spécialité qui est hautement technique, à très haut niveau de risque et à très haut niveau d'expertise. C'est également, et on verra que ça a un impact majeur, notamment par rapport aux soignants et par rapport aux parents et à la prise en charge de ces parents ou de la famille qui entoure ce nouveau-né. C'est une spécialité à forte charge émotionnelle. Elle est évidemment dépendante du nombre de naissances et elle a comme particularité en France, en tout cas, d'être exclusivement portée par le système public. Il n'y a pas de réanimation néonatale dans le système privé. Il y a quelques néonatologies privées, évidemment, notamment dans de grandes villes comme Lyon, par exemple, mais la réanimation, le soin primaire des nouveau-nés, notamment prématurés, se fait exclusivement par le service public. Et puis, c'est évidemment un investissement vers l'avenir. Hein. On sait que finalement l'investissement est relativement modeste par rapport à la plus-value de faire survivre sans handicap des nouveau-nés qui ont nécessité des prises en charge de soins intensifs au cours du temps, à la fois en termes de coûts de santé, par rapport à des enfants qui pourraient être indemnes de handicap et donc ne pas requérir des soins ultérieurement dans leur vie, mais également en termes de capacité économique. C'est extrêmement important de le prendre en compte. C'est un impact durable sur les indicateurs de santé publique. Alors pour ceux qui sont peut-être moins familiers sur la prématurité, vous avez ici un petit diagramme qui montre que le terme théorique est à 41 semaines, que la prématurité commence en deçà de 37 semaines d'aménorrhée. Alors on parle dans le grand public de mois. Pour les médecins, on parle plutôt en semaines d'aménorrhée, donc 9 mois pour 41 semaines, 7 mois et demi pour 37 semaines à peu près, ou 8 mois. Et puis la grande prématurité commence en deçà de 32 semaines, l'extrême prématurité en deçà de 28 semaines. Vous voyez que je descends progressivement et là aussi ça va être finalement un défi parce que comme on va le voir, eh bien, on descend. On est actuellement à 23 semaines en France, certains pays à 22 semaines, il y a même certains pays à 21 semaines, notamment dans l'Iowa aux États-Unis. Alors cela pose un problème et un véritable défi éthique. Jusqu'où va-t-on aller dans la réanimation des plus immatures de ces enfants-là? Ici, je vous présente des images qui montrent finalement que depuis une dizaine d'années, certains pays, pas forcément les plus exotiques possibles, hein, mais par exemple les Pays-Bas, développent des méthodes permettant finalement de remplacer l'utérus et de remplacer le placenta surtout, qui est l'interface entre la future mère, la femme enceinte et le fœtus, pour permettre de prolonger la grossesse artificiellement ex utero, afin de faire naître des brebis ici dans ce cas-là, mais le but évidemment ultime est de faire naître des enfants à un terme plus élevé et donc d'éviter des complications néonatales importantes chez des femmes qui auraient des menaces d'accouchement prématuré extrêmement précoces. Donc forcément, tout cela interfère avec des principes éthiques, hein, de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice aussi par rapport à l'utilisation des moyens financiers qui ne sont pas extensibles, on l'a vu notamment hier,
l'importance des avis obstétrico-pédiatriques pour informer de la façon la plus claire possible les futurs parents. Et puis donc cet avis parental qui évidemment a évolué énormément dans le temps et qui actuellement est primordial, puisqu'on va voir que les parents vont avoir un rôle particulièrement important, non seulement dans la prise de décision, mais aussi même dans la prise en soin de leur propre enfant, avec ce dogme et cette constatation qui est en réalité assez évidente, mais qui a mis du temps à être prise en compte et dont l'évidence a été longue à évaluer, que ces parents sont probablement les personnes les plus à même de juger de leur enfant et qu'ils connaissent le mieux par rapport à des soignants qui tournent autour de leur enfant. Alors des défis techniques, maintenant, on a vu qu'on réanimait des enfants de plus en plus petits, des enfants qui font 500 grammes, parfois 400 grammes. Évidemment, ces enfants ne vont pas être perfusés, ne vont pas avoir des cathéters identiques à ceux que les adultes ont. Les techniques de ventilation aussi sont différentes. On va avoir des problématiques de screening génétique pour permettre de juger finalement la vulnérabilité de tel ou tel enfant sur un plan individuel vis-à-vis de complications postnatales liées à l'immaturité notamment des organes. On a vu l'impact de l'IA, c'est particulièrement vrai en néonatologie, pas simplement pour prédire des complications qu'un enfant né à 24 semaines va développer, mais aussi pour prédire son pronostic ultérieur par rapport à d'éventuelles anomalies en imagerie, en électrophysiologie ou en biologie. La miniaturisation des prélèvements, avec quelques dizaines de microlitres de sang, maintenant on est capable de réaliser des dosages qui nécessitent de prendre par exemple 5 ou 10 millilitres chez l'adulte. Donc on miniaturise au maximum les choses, les techniques mini-invasives. Et puis la sécurisation des procédures, puisque encore une fois, les parents vont être invités à participer à certaines procédures, des intubations par exemple, des extubations ou des choses comme ça, qui évidemment nécessitent que tout cela soit sécurisé au maximum. Alors les parents, justement. Les parents, on les a dans le passé. La première unité de réanimation néonatale qui a été inaugurée par Alexandre Minkowski à Port-Royal en 1967 n'incluait pas forcément les parents, en tout cas dans les soins. Maintenant, les parents sont invités à venir 24 heures sur 24. Le pot à pot avec leur enfant est promu comme clairement un soin à part entière. Et de nos jours, finalement, on va promouvoir ce qu'on appelle le zéro séparation, c'est-à-dire dès la naissance de l'enfant, même lorsqu'il est très prématuré, même lorsqu'il a un poids de naissance extrêmement faible, va être directement mis en pot à pot sur la mère ou sur le coparent pour réaliser à la fois un pot à pot, mais également, même en cas de nécessité de réaliser des soins de réanimation ou de stabilisation pendant la première heure de vie, par exemple. Le couple de care, qu'est-ce que c'est? Le couple de care, c'est finalement lorsque une maman va avoir une césarienne, elle va devoir être hospitalisée, eh bien l'enfant va rester hospitalisé dans la même chambre que sa maman, et donc il va y avoir finalement une prise en soin conjointe entre la mère qui nécessite des soins, parfois même intensifs, et l'enfant. Alors tout cela a évidemment des implications importantes en termes de partage de soins, de paradigme de soins par rapport aux soignants, d'éducation, d'intervention précoce aussi dans le suivi. Les parents ne vont pas avoir simplement un rôle de soignant au même titre que les puéricultrices ou les auxiliaires de puériculture, mais vont avoir un rôle de personnes permettant d'administrer à ces enfants après l'hôpital des interventions précoces, c'est-à-dire de la physiothérapie ou d'autres interventions qui vont permettre de limiter les risques notamment neurocognitifs ou neurodéveloppementaux chez ces enfants à haut risque. Et puis les parents vont aussi être invités à participer à la recherche. Actuellement, on a comme critère de jugement sur des essais randomisés contrôlés, par exemple, des critères de jugement très académiques.
qui ne sont pas forcément des critères de jugement fonctionnels, mais des critères de jugement de maladie. Et finalement, les parents ont comme préoccupation principale la fonction de leur enfant et leur intégration dans la vie courante. Et forcément, ces deux concepts, critères de jugement académique, critères de jugement fonctionnel, doivent être complémentaires, et actuellement les parents sont invités à participer au design des essais thérapeutiques et à la redéfinition des critères de jugement, par exemple dans le cadre d'un essai thérapeutique testant une molécule pour prévenir des séquelles neurologiques ou prévenir une maladie pulmonaire chronique. L'environnement joue également un rôle très important. Avant, on avait comme je vous l'ai montré avec des petites photos, on avait des unités et des salles de néonatologie ou de réanimation néonatale avec plusieurs enfants en même temps, très bruyantes, ne prenant absolument pas en compte la physiologie de l'enfant, son sommeil, les dystimulations, etc. De nos jours, clairement, on va vers des chambres parentales, familiales, où les parents vivent dans la même chambre que l'enfant, participent aux soins, vivent, c'est-à-dire travaillent, peuvent travailler également avec une partie parentale, une partie de soins pour l'enfant, et où tout est fait pour respecter la physiologie de l'enfant, à la fois en termes de stimulation adéquate, en termes de respect de ses rythmes nicnéméraux, de son sommeil, etc. Alors les soignants maintenant, autre défi très important en néonatologie. Les soignants, c'est vraiment la clé de voûte de la qualité des soins en néonatologie. On a malheureusement, et ce n'est pas une caractéristique française, c'est une caractéristique mondiale, un déficit en soignants en néonatologie avec des sous-effectifs très importants, 60%, dans 60% du temps par rapport à des décrets de périnatologie de 1998. Vous voyez les décrets de périnatologie qui décident finalement que une infirmière doit s'occuper au maximum, théoriquement, de 2 enfants de réanimation. Une infirmière doit s'occuper au maximum de 3 enfants en soins intensifs. Date d'il y a presque 30 ans et n'ont pas été révisés depuis 1998. Vous voyez ici, dans ces petits camemberts, que finalement, le sous-effectif est très important puisqu'il est presque de 2/3 lorsqu'on regarde le sous-effectif par rapport à la charge en soins. Un énorme turnover de soignants avec une charge intellectuelle, émotionnelle très importante. Et finalement, la durée de vie, entre guillemets, d'une infirmière dans un service de néonatologie, elle est de 2 à 3 ans seulement, et puis elle va ailleurs, ou elle va dans un autre service de pédiatrie plutôt qu'un service de néonatologie, ou voire même, elle fait un tout autre métier. Si bien que, puisque nous sommes des services normés, eh bien, lorsque le nombre d'infirmières est insuffisant, on est obligé de fermer des lits. Ce sont des fermetures subies, non voulues, mais qui désorganisent l'organisation des soins, et notamment sur le plan territorial. Évidemment, lorsque les effectifs sont insuffisants, ne serait-ce que pour prendre en soin ces enfants, eh bien, vous imaginez bien que les soins de support, les missions transversales de formation sont également impactées. Alors, ces difficultés, donc je le disais, l'organisation n'a pas été révisée depuis 1998. La répartition territoriale de ces soins est extrêmement hétérogène. On a des taux d'occupation qui sont exceptionnellement élevés, plus de 90%, alors que théoriquement, on devrait avoir 80%. Vous voyez, j'ai fait quelques années à Genève, dans une unité de néonatologie. On mettait un red flag à partir du moment où on avait un taux d'occupation qui était supérieur à 75%, 75-80%. 80%, c'est la limite en deçà de laquelle nos institutions considèrent que nous sommes en taux d'occupation insuffisant, et que donc nous ne sommes pas assez rentables. Donc il y a un réel problème par rapport à ce taux d'occupation qui est excessivement élevé et qui empêche finalement une bonne fluidité du parcours patient, notamment dans les unités de soins intensifs. C'est presque plus vrai pour les soins intensifs que pour les soins de réanimation néonatale. Et puis des effectifs médicaux fragilisés. Il y a des vacances de poste dans 3/4 des services, y compris à Port-Royal d'ailleurs. Et donc forcément, eh bien, là aussi, les ressources médicales et pas simplement paramédicales peuvent être un problème.
Un autre défi de la médecine néonatale, c'est le suivi. La néonatologie et la prise en charge des prématurés ne s'arrêtent pas à la période hospitalière, bien entendu. Ces enfants sont à très haut risque de développer des troubles du neurodéveloppement, des troubles moteurs, cognitifs, comportementaux, des troubles de spectre autistique. Et cette préparation à la sortie est souvent insuffisante, avec énormément de perdus de vue, la prise de conscience de ses parents ou les capacités que nous mettons en œuvre pour permettre à ces parents de venir aux consultations est probablement insuffisante, puisque vous voyez que même dans des essais thérapeutiques qui ont comme but de suivre ces enfants à l'âge de 2 ou 5 ans, et donc qui mettent les moyens pour essayer de suivre ces enfants et de rappeler les parents, eh bien on a en moyenne 20% de perdus de vue à 2 ans et 30 à 50% à l'âge de 5 ans. Les interventions précoces sont probablement pas assez précocement initiées, voire pas du tout, notamment parce que dans les CAMS, dans les centres d'aide médico-sociaux précoces, eh bien, il y a un manque de place, probablement un manque de priorisation par rapport aux enfants les plus à risque. L'évaluation et l'identification des enfants les plus à risque posent problème. Et là, pour le coup, l'IA va probablement révolutionner les choses, car il va prendre en compte de façon multimodale certains aspects qui ont été, certaines évaluations qui ont été réalisées en hospitalisation. Et puis l'éducation nationale n'est pas assez éduquée par rapport à ce qu'est un prématuré ou ce qu'est un enfant à risque. Finalement, ces enfants qui sont inclus dans une classe de 25 ou de 30 enfants ne vont pas être identifiés comme potentiellement ayant des atypies qui nécessitent finalement une prise en charge au niveau éducation nationale spécifique. Et puis enfin, dernier défi, c'est l'adulte né prématurément. On sait que les adultes qui sont nés prématurément sont plus à risque de développer des pathologies cardiovasculaires, d'avoir des problèmes respiratoires, d'avoir des problèmes de relation avec les pairs, avec des caractéristiques d'introversion, des difficultés d'obtenir des diplômes en cycle secondaire. Et finalement, ce suivi des adultes qui maintenant vieillissent, puisque les extrêmes prématurés qui ont été réanimés dans les années 80-90 vieillissent et donc ont maintenant 30 ou 40 ans, eh bien, ce suivi est assez mal organisé en France et peut-être sous-estimé. Et enfin, le dernier défi, c'est la recherche. Alexandre Minkowski a été l'un des premiers à monter une équipe de recherche, INSERM, l'U29, à Port-Royal, sur la médecine néonatale. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas d'unité de recherche spécifiquement sur la néonatologie en France. Rareté des appels à projets ciblés, parce que finalement, petite niche. Alors, on parle souvent de petits bébés, petits problèmes, pas du tout. C'est quand même un problème qui répond finalement à une préoccupation sociétale de ce que vont devenir les adultes dans le futur. Des contraintes éthiques extrêmement fortes liées à la vulnérabilité de cette population et des essais cliniques très difficiles à réaliser parce que multicentriques, parce que rareté du recrutement. Voilà, donc en conclusion, les grands défis de la médecine néonatale, c'est essentiellement de réorganiser les soins par rapport aux parents, par rapport à l'environnement, par rapport à la répartition territoriale des moyens mis à disposition, notamment en soins critiques, de réformer ces structures de soins pour inclure les parents, c'est de former, de recruter et surtout de fidéliser les soignants avec peut-être un paradigme de soins différent de ce qu'il est actuellement, de concevoir des ratios en adéquation avec la charge de soins et pas simplement par rapport à un numéro d'unité de réa, de soins intensifs ou de pédiatrie néonatale, de systématiser le suivi, de sensibiliser l'éducation nationale par rapport aux particularités des enfants à risque et surtout que nos politiques prennent conscience que les droits de l'enfant, qui sont des droits dictés par des résolutions de l'Organisation des Nations Unies, sont totalement inaliénables et probablement sous-estimés en France par rapport à ce qu'ils sont, par exemple, en Norvège, en Suède ou dans d'autres pays européens. Voilà, je vous remercie beaucoup.